L'attaque terroriste du Hamas contre Israël a constitué un véritable tournant dans le conflit israélo-palestinien. Le soutien occidental à l'État hébreu a été quasiment unanime, à quelques exceptions près. Mais depuis que la guerre a démarré, elle s'est étendue à d'autres régions, comme par exemple la menace Houssi en mer Rouge. Sauf que cette fois-ci, quelque chose a changé. À la différence des conflits précédents, les leaderships occidental et israélien veulent régler la question palestinienne une fois pour toutes. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou pour la France, affirme Emmanuel Macron. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères David Cameron déclare que le Royaume-Uni pourrait reconnaître l'État palestinien avant tout accord avec Israël. Il semblerait bien qu'à présent, les États occidentaux soient prêts à sauter le pas et à reconnaître l'État palestinien. Voici d'ailleurs ce qu'en pense Matthew Miller, le porte-parole du département d'État des USA. This conflict, as all conflicts do, will end at some point, and that there needs to be a political path forward for the establishment of a Palestinian state. That is the only way, not just to answer the legitimate hopes, dreams, aspirations of the Palestinian people, but it is also, and this is critical, the only way to provide lasting security for the Israeli people. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Du coup, chez Diplo, on va t'expliquer dans une série de vidéos comment est-ce qu'on pourrait régler ce conflit. On listera les différents scénarios et on verra surtout s'ils sont réalistes. Ça va être costaud, je te le cache pas. Déjà, il faut poser les bases. La création d'un État palestinien fonctionnel suppose que les autorités palestiniennes soient souveraines, qu'elles puissent contrôler leurs frontières, leur politique commerciale, leur politique étrangère et surtout leur politique sécuritaire. Et là, à Gaza, on bute avec le premier obstacle, ou butait plutôt, parce que ça fait 20 ans que théoriquement, le Hamas est souverain dans l'enclave palestinienne. En fait, en 2005, l'armée israélienne Tsahal s'est complètement retirée de Gaza. Dans les faits, Gaza fonctionnait déjà comme un État autonome et indépendant. D'ailleurs, à l'époque, il n'y a pas que l'armée israélienne qui s'est retirée. Tsahal a aussi démantelé le Gush Katif, un ensemble de colonies qui regroupait plus de 8000 colons israéliens. Donc, depuis 2005, il n'y avait aucune présence israélienne à Gaza. Sauf que presque 2 décennies plus tard, plutôt que d'être un havre de paix et de prospérité, l'enclave palestinienne est en guerre avec son voisin israélien. Et ça lui a coûté très cher. Le Hamas qui dirige Gaza a consacré toutes ses ressources et l'aide internationale destinée au développement pour construire un vaste réseau d'infrastructures militaires souterraines. Leur projet a englouti des milliards de dollars qui auraient mieux fait d'être injectés dans l'économie locale. Du coup, aujourd'hui, la classe politique israélienne s'interroge. Comment faire pour garantir la création d'un État palestinien souverain et indépendant sans qu'il te saute à la gorge à la moindre occasion? Si ça n'a pas marché jusqu'à présent, alors pourquoi est-ce que ça pourrait dans le futur? D'autant plus que les factions politiques palestiniennes les plus radicales appellent toujours à la destruction de l'État hébreu. Tu me crois pas? Voici ce qu'a dit le premier ministre de l'autorité palestinienne en fin d'année dernière. They will never eradicate Hamas because it's one of their official goals. Of course not, because Hamas is not only in Gaza. Yes, and Hamas is an idea, is not only a military structure or an organization in Gaza. N'empêche que cette guerre en cours nous rappelle à tous la nécessité impérieuse de trouver une issue définitive à ce conflit sans fin. Les pertes civiles, la menace d'une extension régionale du conflit avec l'Iran, le Hezbollah libanais, la Syrie et les Houthis yéménites affaiblissent le soutien indéfectible de l'Occident à Israël. La riposte israélienne contre le Hamas, l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza et les tensions entre Benjamin Netanyahou et l'administration Biden ont créé un espace pour que les revendications d'autonomie palestinienne soient enfin entendu. We believe in a two-state solution, a secure Israel within its borders and a secure and stable Palestine within its borders. That's long been our position. And of course, as part of that, Britain, along with other countries, would recognize Palestine as a country and recognize Palestine at the United Nations. La situation semble aussi évoluer au sein de l'arène politique palestinienne. Le 26 février dernier, le premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh et le reste de son cabinet ont tous démissionné de leur poste, non sans avoir au préalable adressé un message important aux Palestiniens et à l'ensemble de la communauté internationale. La prochaine étape et ses défis exigent de nouveaux arrangements gouvernementaux et politiques qui tiennent compte de la nouvelle réalité à Gaza et de la nécessité d'un consensus palestinien basé sur l'unité palestinienne et l'extension des prérogatives de l'autorité sur toute la terre de Palestine. Mohamed Shtayyeh, ex-premier ministre de l'autorité palestinienne. Du coup, chez Diplo, on s'est posé quelques questions. Quelles sont les différentes approches concernant la création d'un État palestinien fonctionnel et souverain? Quelles en seraient les conséquences pour le Moyen-Orient? On va tout expliquer
expliquer dans cette vidéo. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux aussi nous suivre sur Insta ou écrire un com. Allez, accrochez-vous, c'est parti. En théorie, les territoires palestiniens ont déjà un gouvernement, l'Autorité nationale palestinienne, qui a été formalisée en 1994 suite aux accords d'Oslo. Le principe, c'est que cet organe de gouvernance serait chargé de l'administration civile et que pas à pas, elle prendrait aussi en charge la politique sécuritaire des principales villes, puis du reste des territoires palestiniens. Donc, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine et Israël, se mettent d'accord pour la création d'une autorité palestinienne dont le Fatah, le principal parti de l'OLP, prend les commandes en 1994. À sa tête, le célèbre Yasser Arafat qui restera président jusqu'à sa mort en 2004, que certains suspectent d'être lié à un empoisonnement au polonium. Bref, l'expérience démocratique palestinienne ne fait pas long feu. En fait, le Fatah n'a pas réussi à mettre en œuvre toutes les réformes prévues par les accords d'Oslo. La population palestinienne était déçue par les scandales de corruption à répétition impliquant des dirigeants du Fatah. Du coup, en 2006, les élections législatives sont perdues par le Fatah au profit de l'aile politique du Hamas, qui prend le contrôle du Parlement palestinien. Le Hamas remporte 74 des 132 sièges. Cette victoire marque la fin de l'expérience démocratique palestinienne. En fait, la communauté internationale a menacé de suspendre son aide financière absolument vitale à l'économie palestinienne si le Hamas prenait le contrôle effectif de l'autorité palestinienne. Mais les Palestiniens avaient fait le choix de voter pour une organisation radicale reconnue comme terroriste. Bilan, les élections ont été suspendues et le Parlement a perdu sa crédibilité. En 2007, suite à de violents combats entre les forces de sécurité de l'autorité palestinienne et le Hamas, l'organisation terroriste a pris le contrôle de Gaza. Dans la foulée, elle expulse l'autorité palestinienne et établit son propre gouvernement. Depuis, le leadership politique des territoires palestiniens est fracturé en deux. Évidemment, les autorités israéliennes ont perdu toute confiance en leurs partenaires palestiniens. Tant que le Hamas demeurerait à la tête de Gaza, il n'y aurait aucune paix possible. Bah oui, contrairement au Fatah qui reconnaît l'existence d'Israël depuis 1988, le Hamas appelle toujours à la destruction de l'État hébreu. Et pourquoi est-ce que les Gazaouis préfèrent le Hamas au Fatah? Déjà parce qu'ils considèrent que les dirigeants du Fatah sont corrompus, ce qui n'est pas faux en soi. Et ensuite parce qu'ils pensent que le Fatah n'est qu'une extension de la politique israélienne. Ou en tout cas que c'est un régime de collaboration avec l'ennemi. Résultat, après avoir largement célébré les attentats terroristes du 7 octobre dernier, la population civile approuve majoritairement l'action du Hamas. Et qu'importe le fait que le Hamas est responsable d'avoir déclenché une guerre meurtrière contre Israël. D'après un sondage fin décembre, plus de 40% des Palestiniens soutenaient le Hamas, contre moins de 20% pour le Fatah. Et on vous parle de l'ensemble des territoires palestiniens, c'est-à-dire Gaza et la Cisjordanie. Du coup, ça pose de facto une question très difficile. Est-ce qu'un État palestinien souverain peut réellement être créé si une majorité de la population palestinienne souhaite la destruction d'Israël? Comment est-ce que les Israéliens peuvent faire confiance à un État palestinien gouverné par le Hamas, responsable du plus grand pogrom contre des juifs depuis la Seconde Guerre mondiale? Chapitre suivant. Passer l'ardoise? Que l'on soutienne ou non Israël, une tendance se dégage très clairement. La riposte militaire israélienne à Gaza est en train de perdre le soutien occidental. La presque totalité des gouvernements occidentaux considèrent que l'État hébreu est allé trop loin. D'ailleurs, ils ne font pas uniquement référence au volet militaire. Joe Biden juge que les violences de colons extrémistes en Cisjordanie atteignent des niveaux intolérables. La France sanctionne 28 colons israéliens extrémistes coupables de violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie. L'ironie, c'est que même Netanyahou a été obligé de les rappeler à l'ordre. Netanyahou a averti que les attaques extrémistes des colons pourraient conduire à une escalade en Cisjordanie. Bon, vu son cabinet d'extrême droite, pour le coup c'est vraiment du foutage de gueule. Mais bon, avec Netanyahou, on n'est plus à une contradiction près. Le truc c'est que les attaques perpétrées par les colons israéliens dans les territoires occupés jettent vraiment de l'huile sur le feu. Et en même temps, en face, les attentats ils se multiplient. C'est une spirale de violence qui s'auto-alimente et qui dure depuis des décennies.
Le problème, c'est que l'instabilité politique en Cisjordanie risque d'entraîner une nouvelle escalade du conflit. Donc, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, les perspectives d'établir un État palestinien souverain et pacifique sont de moins en moins bonnes. Et puis, c'est pareil côté israélien. Si une majorité de Palestiniens soutiennent une organisation terroriste qui appelle à la destruction de l'État hébreu, chez les Israéliens, la popularité de la solution à deux États est en chute libre. Déjà, il y a tout un pan de la société israélienne qui adhère au sionisme religieux. Or, cette idéologie défend ardemment l'annexion de la Cisjordanie. Ça signifierait aussi le démantèlement de toutes les institutions politiques palestiniennes. Ensuite, une autre partie des Israéliens souhaite le maintien du statu quo. C'est d'ailleurs la position du Premier ministre actuel. En gros, on garde les choses telles quelles, et ce, pour une durée indéfinie. L'autorité nationale palestinienne serait maintenue, et qu'importe si elle est corrompue ou que ce soit l'armée israélienne qui continue d'assurer le maintien de l'ordre dans les territoires occupés. Le problème avec ces deux alternatives, c'est qu'elles sont incompatibles avec l'émergence d'un État palestinien et qu'elles ne parviendront pas à résorber la problématique sécuritaire. Il y aura toujours des organisations palestiniennes armées pour revendiquer leur indépendance. Actuellement, les Palestiniens ne sont pas autonomes. On pense par exemple au commerce extérieur. Il existe des barrières à l'entrée pour les marchandises importées, même si elles ne sont pas aussi restrictives que la presse grand public le laisse entendre. Non, Gaza n'était pas une prison à ciel ouvert. Et côté cisjordanien, oui, c'est vrai que les barrages routiers et les checkpoints militaires entravent le quotidien des Palestiniens et l'éclosion d'une économie florissante. Pareil pour les investisseurs étrangers qui ne sont pas franchement convaincus de l'intérêt de placer des IDE dans les territoires occupés, étant donné la situation sécuritaire et économique. Et que dire des infrastructures publiques complètement délaissées. Forcément que ça nourrit la frustration et le ressentiment des Palestiniens à l'égard de leur leadership et des Israéliens, des sentiments qui alimentent à leur tour la haine et la violence. C'est pour cette raison que les démocraties occidentales continuent d'insister pour l'adoption d'un modèle à deux États. D'ailleurs, plusieurs puissances arabes soutiennent aussi cette solution. On a déjà parlé plein de fois sur Diplo des efforts de normalisation entre l'État hébreu et le royaume saoudien. Voici où on en est 5 mois après le début de la guerre. And while the kingdom fully recognizes the need for Israel to feel safe, it cannot be at the expense of the Palestinian people. The solution is obvious and the solution is now. And the solution is a two-state solution. Surtout que dans le contexte actuel, cette solution pourrait permettre à Israël de mieux faire passer la pilule aux populations du monde arabo-musulman. Mais cette solution à deux États, comment est-ce qu'elle pourrait être mise en œuvre? Et comment pourrait-elle l'être tout en garantissant la sécurité de l'État d'Israël? Il y a plusieurs propositions à l'étude. Par exemple, un think tank basé à Washington et lié au Parti démocrate, le Center for a New American Security, a présenté une feuille de route plutôt pertinente. Leur approche voudrait que l'établissement d'un État palestinien dépende de 4 couches de sécurité. La première couche, ce serait celle d'une force palestinienne non militarisée, une sorte de garde civile qui serait chargée de la sécurité publique. Aucune ingérence étrangère, une force 100% palestinienne. Ensuite, la deuxième couche, ce serait une force de sécurité aux frontières, qui serait composée à la fois d'effectifs palestiniens, jordaniens et égyptiens. La troisième couche, elle concerne le contrôle des espaces aériens et maritimes palestiniens. Celle-ci serait gérée par l'Arabie Saoudite, elle-même à la tête d'une force composée d'États membres du Conseil de coopération du Golfe. Enfin, la dernière couche serait co-gérée par Israël, le nouvellement créé État palestinien, les Nations Unies, l'Arabie Saoudite et le Conseil de coopération du Golfe. L'un de leurs objectifs, neutraliser les menaces telles que celles que représentent certains groupes terroristes comme le Hamas. Après, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais toutes ces différentes solutions sont conditionnées à l'éradication du Hamas à Gaza et à l'instauration d'un régime démocratique ouvert à la reconnaissance de l'État d'Israël. Of steps would have to be taken to make that happen, including the Hamas leaders leaving Gaza effectively, because you can't have a two-state solution with Gaza still controlled by the people responsible for October the 7th. En fait, selon une partie de la communauté internationale, l'établissement d'un État palestinien souverain permettrait justement de créer les conditions idéales pour des institutions politiques solides et un développement économique rapide. Les conditions de vie des Palestiniens s'en verraient améliorées, ce qui mécaniquement ferait baisser le soutien aux organisations comme le Hamas ou le djihad islamique palestinien. Alors, est-ce que Israël pourrait accepter un tel compromis ?
En toute franchise, chez Diplo, on n'est pas tout à fait convaincu. ישראל דוחה על הסף תכתיבים בינלאומיים בעניין הסדר הקבע עם הפלסטינים. הסדר כזה יושג אך ורק במשא ומתן ישיר בין הצדדים, ללא תנאים מוקדמים. ישראל תוסיף להתנגד להכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית. Et puis, faut garder à l'esprit qu'on ne parle pas uniquement des autorités israéliennes qui rejettent la solution à deux États. La vérité, c'est que c'est l'ensemble de la société israélienne qui s'oppose à cette possibilité. 63% des juifs israéliens s'opposent à la création d'un État palestinien. Et si on les interroge sur la création d'une autorité palestinienne plus efficace et davantage alignée sur l'Occident, alors ce sont 80% de l'ensemble des Israéliens qui jugent cette issue peu probable. En gros, c'est toute la société israélienne qui doute de l'avenir et de la viabilité d'un État palestinien. Même les Arabes israéliens, qui pourtant sont majoritairement favorables à la création d'un État palestinien, estiment qu'il est peu probable que l'autorité palestinienne puisse être réformée et que ça aboutisse à un État palestinien viable. En gros, ils soutiennent sa création, mais ils partent du principe que ce serait un désastre au quotidien. Bref, quelle que soit la solution retenue, la création d'un État palestinien soulève plein d'interrogations. Déjà, rien ne permet d'affirmer que sa création permettrait de contrer l'influence des groupes les plus radicaux, de lutter contre la corruption ou d'installer des institutions solides et efficaces. En plus, on ignore si la Cisjordanie et Gaza parviendront à s'accorder sur leur modèle de gouvernance. Les deux territoires font face à des enjeux très différents et ils ont de moins en moins de points en commun. On reviendra prochainement dessus sur Diplo, notamment sur les projets qu'a l'État hébreu pour l'avenir de Gaza. En tout cas, même si la communauté internationale insiste, on est assez dubitatif concernant la viabilité d'un État palestinien autonome et souverain. Ok, toi, qu'est-ce que t'en penses? La solution à deux États, c'est une bonne idée ou pas? Sinon, c'est quoi l'alternative? Fais-nous savoir dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, partage et like. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu internationale. Allez, tchuss!